J'ai à Salto Oriental 2 cousins, aujourd'hui adultes, qui à 12 ans, à la suite de lectures assidues de Jules Verne, eurent la riche initiative d'abandonner leur maison pour aller vivre dans la forêt à 2 lieues de la ville. Là, ils devaient vivre de façon primitive, de chasse et de pêche. Il va de soi que les 2 gamins ne s'étaient pas particulièrement souciés d'emporter des carabines ou des hameçons. De toute façon, les bois étaient là, avec leur liberté comme source de joie et le charme de leur danger. Malheureusement, ceux qui les cherchaient les retrouvèrent le 2e jour. Ils étaient encore plutôt ahuris, plus qu'à moitié affaiblis, et au grand étonnement de leur frère cadet, également initié à Jules Verne, ils savaient encore se tenir sur leurs 2 pieds et avaient conservé l'usage de la parole. L'aventure des 2 Robinson eût cependant été plus conforme à la règle si elle avait eu pour théâtre un bois moins fréquenté le dimanche. Ici, à Misiones, les escapades peuvent conduire à des extrémités imprévisibles. Et c'est bien à cela que Gabriel Benincasa fut entraîné par fierté pour ses Slumboot. Benincasa, ayant achevé ses études de comptabilité publique, ressentit le désir fulgurant de connaître la vie de la forêt. Et il n'y fut pas entraîné par son tempérament, étant avant tout un garçon aux joues roses, paisible et rondouillard, en raison de son excellente santé. Par conséquent, quelqu'un d'assez sage pour préférer un thé au lait avec des petits gâteaux à on ne sait quelle aléatoire et infernale nourriture des bois. Mais de même que le célibataire, qui a toujours été plein de bon sens, croit de son devoir, la veille de ses noces, d'enterrer sa vie de garçon dans une nuit d'orgie en compagnie de ses amis, Benincasa voulut honorer sa vie bien huilée par 2 ou 3 chocs d'une vie intense. C'est pourquoi il remontait le Paraná jusqu'à un chantier forestier avec ses fameuses Slumboot. À peine sorti de Corrientes, il avait chaussé ses grosses bottes, car les caïmans donnaient déjà une touche chaude au paysage. Malgré cela, le comptable public faisait très attention à ses chaussures, évitant les éraflures et les contacts salissants. C'est ainsi qu'il parvint à la fabrique de son parrain, qui dut sur-le-champ mettre un frein à l'insouciance de son neveu. « Et où vas-tu maintenant » lui avait-il demandé, surpris. « Dans la forêt. Je veux l'explorer un peu, » répondit Benincasa, qui venait d'ajuster la Winchester à son épaule. « Mais malheureux, tu ne pourras pas faire un pas. Suis le sentier si tu veux, ou plutôt, pose cette arme, et demain je te ferai accompagner par un péon. » Benincasa renonça à sa promenade. Cependant, il alla jusqu'à la lisière de la forêt et s'arrêta. Il tenta vaguement d'y mettre un pied, mais il se tint tranquille. Il enfonça ses mains dans ses poches et observa longuement cet enchevêtrement inexplicable, tout en sifflant faiblement des bribes de chansons. Après avoir observé à nouveau la forêt de part et d'autre, il rentra, assez désappointé. Le lendemain, cependant, il suivit le sentier principal pendant 1 lieue. Et bien que son fusil fût resté en sommeil, Benincasa ne regretta pas sa promenade. Les bêtes sauvages viendraient peu à peu. Et celles-ci arrivèrent le 2e nuit, bien qu'elles fussent d'une nature un peu singulière. Benincasa dormait profondément quand il fut réveillé par son parrain. « Hé, roupilleur, lève-toi! Elles vont te manger tout cru !» Benincasa s'assit brusquement sur son lit, ébloui par la lumière des 3 lampes tempête qui remuaient d'un bout à l'autre de la pièce. Son parrain et 2 péons aspergeaient le sol. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en sautant à terre. « Rien. Ah, attention à tes pieds. La collectionne !» Benincasa avait déjà entendu parler de ces curieuses fourmis que nous appelons collectionnes. Elles sont petites, brillantes, et marchent rapidement en formant une colonne plus ou moins large. Elles sont essentiellement carnivores. Elles avancent en dévorant tout ce qu'elles rencontrent sur leur passage. Araignées, grillons, crapauds, vipères, et tous les êtres qui ne peuvent leur résister. Il n'est pas d'animal, pour grand et fort qu'il soit, qui ne fuit devant elles.
Leur entrée dans une maison suppose l'extermination absolue de tout être vivant, car il n'est pas de recoin ou de trou, si profond soit-il, où le fleuve dévorateur ne se précipite. Les chiens aboient, les bœufs mugissent, et l'on est forcé de leur abandonner la maison sous peine d'être rongés jusqu'au squelette en 10 heures. Elles restent au même endroit 1, 2 et même 5 jours selon la richesse en insectes, en chair ou en graisse. Quand tout est dévoré, elles s'en vont. Elles ne résistent pas cependant à la créosote ou aux drogues du même genre. Et comme au chantier, celle-ci ne manque pas, en moins d'1 heure, le chalet fut délivré de la collection. Benincasa observait de très près sur ses pieds la marque livide d'une morsure. « Elle pique très fort, réellement !» dit-il surpris en levant la tête vers son parrain. Celui-ci, qui n'attachait plus aucune importance à ce genre d'observation, ne répondit pas, se félicitant en revanche d'avoir contenu l'invasion à temps. Benincasa retrouva le sommeil en sursautant pourtant toute la nuit à la suite de cauchemars tropicaux. Le jour suivant, il partait pour la forêt, mais cette fois avec une machette, ayant fini par comprendre que dans la forêt, un tel ustensile lui serait bien plus utile qu'un fusil. Il va de soi que son coup de main n'était pas merveilleux, et ses succès bien moindres encore. Mais de toute façon, il parvenait à rompre des branches, à se frapper le visage et à couper ses bottes. La forêt crépusculaire et silencieuse eut au fait de le fatiguer. Elle lui donnait l'impression, d'ailleurs exacte, d'une scène vue de jour. De la bouillonnante vie tropicale, il ne reste à cette heure qu'un théâtre gelé. Pas un animal, pas un oiseau, pas un bruit, ou presque. Benincasa s'en revenait quand un bourdonnement sourd attira son attention. À 10 mètres de lui, près d'un tronc creux, 2 minuscules abeilles formaient une auréole à l'entrée du trou. Il s'approcha avec précaution et vit au fond de l'ouverture 10 ou 12 bourses obscures de la grosseur d'un œuf. « Ça, c'est du miel !» se dit le comptable avec une secrète gourmandise. « Ça doit être des petites bourses de cire pleines de miel. » Mais entre lui, Benincasa et les petites bourses, il y avait les abeilles. Après un moment de répit, il pensa au feu. Il ferait une bonne fumée. La chance voulut que pendant que le voleur approchait précautionneusement les feuilles mortes humides, 4 ou 5 abeilles vinssent se poser sur sa main sans le piquer. Benincasa s'immobilisa aussitôt et, retenant son souffle, s'aperçut qu'elle n'avait pas de dard. Sa salive, déjà légère, se clarifia encore, abondante et douce comme le miel. Quels merveilleux et si gentils petits animaux! En un instant, le comptable décrocha les petites bourses de cire et, s'étant éloigné à bonne distance pour éviter le contact visqueux des abeilles, il s'assit sur une racine. Sur les 12 bourses, 7 contenaient du pollen. Mais les autres étaient pleines de miel, un miel obscur, à la sombre transparence, que Benincasa goûta avec gourmandise. Il avait très distinctement un goût. Mais de quoi? Le comptable ne put le préciser. Peut-être un goût de résine, de fruits ou d'eucalyptus. Pour la même raison, ce miel dense avait un vague arrière-goût amer. Mais en revanche, quel parfum! Benincasa, après s'être bien assuré que seules 5 petites bourses lui seraient utiles, commença. Son idée était simple. Soulever la bourse au-dessus de sa bouche et la laisser couler goutte à goutte. Mais comme le miel était épais, il dut agrandir le trou après être resté une demi-minute la bouche inutilement ouverte. Alors le miel commença à couler, s'étirant en un fil pesant, jusqu'à la langue du comptable. Les unes après les autres, les 5 bourses se vidèrent dans la bouche de Benincasa. Il lui fut inutile de les maintenir ainsi plus longtemps,
et bien plus encore de réexaminer les globes vides. Il dut se résigner. En attendant, cette position prolongée de la tête en arrière lui avait un peu donné le vertige. Lourd de miel, tranquille, et les yeux grands ouverts, Benincasa considéra de nouveau la forêt crépusculaire. Les arbres et le sol prenaient des positions par trop obliques, et sa tête accompagnait le va-et-vient du paysage. Quel étrange vertige, pensa le comptable. Et le pire, c'est... Comme il essayait de se lever pour faire un pas, il se vit obligé de retomber sur le tronc. Il sentait son corps de plomb, surtout ses jambes, comme si elles étaient considérablement enflées. Et dans les pieds, et dans les mains, il avait des fourmis. C'est bien étrange, bien étrange, bien étrange, se répétait stupidement Benincasa, sans rechercher cependant la cause de ce mystère. Comme si j'avais des fourmis. La collectionne, conclut-il. Et soudain sa respiration se bloqua sous le coup de l'épouvante. Ça doit être le miel. Il est empoisonné. Je suis empoisonné. Au second effort pour se redresser, ses poils se hérissèrent d'effroi. Il n'avait même pas pu bouger. Maintenant la sensation d'être de plomb et le fourmillement montaient jusqu'à la ceinture. Pendant un moment, l'horreur de mourir là, misérablement, seul, loin de sa mère et de ses amis, le priva de tout moyen de défense. Maintenant, je vais mourir. D'ici un instant, je vais mourir. Je ne peux déjà plus remuer la main. Dans sa panique, il constata cependant qu'il n'avait pas de fièvre, ni de brûlure de gorge, que son cœur et ses poumons conservaient leur rythme normal. Son angoisse changea de forme. Je suis paralysé. C'est la paralysie. Et on ne va pas me retrouver. Mais une invincible somnolence, qui lui laissait toutes ses facultés, commençait à s'emparer de lui à mesure que le vertige augmentait. Il crut ainsi remarquer que le sol, oscillant, devenait noir et s'agitait vertigineusement. De nouveau le souvenir de la collection lui revint en mémoire, et sa pensée se fixa avec une suprême angoisse sur la possibilité que cette chose noire qui envahissait le sol. Il eut encore la force de s'arracher à cette dernière terreur, et soudain il lança un cri, un de ces vrais hurlements où la voix de l'homme retrouve la tonalité de celle d'un enfant épouvanté. Sur ses jambes grimpait précipitamment un fleuve de fourmis noires. Autour de lui, la collectionne dévoratrice obscurcissait le sol, et le comptable sentit, sous ses caleçons, le fleuve de fourmis carnivores qui montait. Son parrain retrouva finalement 2 jours plus tard, sans la moindre particule de chair, le squelette couvert de vêtements de Benincasa. La collectionne, qui maraudait encore par là, et les petites bourses de miel l'éclairèrent bien assez. Il n'est pas courant que le miel sylvestre ait ses propriétés narcotiques ou paralysantes, mais cela peut arriver. Les fleurs de cette sorte abondent sous les tropiques, et dans la plupart des cas, le goût du miel suffit à révéler leur nature. Ainsi, l'arrière-goût d'eucalyptus, que Benincasa crut sentir.